Un litige foncier oppose les populations de la cité Gadaï et le promoteur privé Maïfal. 4 hectares de terre sont à l'origine de la pomme de discorde. Les populations accusent le promoteur d'avoir démoli 253 parcelles sans l'aval de la justice. Elles dénoncent aussi son attitude. L'affaire est d'ailleurs pendante devant la justice. Amara Kouaté est leur porte-parole. Il s'exprime au micro de Abdoulaye Wanyanga. Il a usé de toutes les subterfuges pour quand même arriver à démolir nos maisons. Mais ce que je peux dire par là, c'est la légèreté avec laquelle la DSCOS a géré ce dossier, permettant au sieur Babacar Fall de venir démolir nos maisons sur la base de faux documents. Ces faux documents-là, c'est là avec nous. Comment peut-on négocier un terrain dont il dit avoir acquis en 2003 et risquer jusqu'en 2013 pour aller chercher un protocole d'accord de conciliation pour quand même obtenir la levée de la radiation qui a permis de démolir nos maisons. Mais nous sommes 253 pères de famille et mères de famille qui ont la capacité de mobiliser plus de 1500 personnes. On peut faire ce que les autres ont fait, mais étant des républicains, nous avons une foi républicaine, nous avons confiance en nos justices, c'est pourquoi nous sommes sereins en attendant que le tribunal vide ce dossier. En tout cas, ce qui est sûr, ici, jusqu'à demain, jusqu'à la mort, ce terrain nous appartient. Et nous ne bougerons pas d'ici, puisque tous les éléments nous ont prouvé que ce terrain ne lui appartient pas. Le chapitre politique à présent, la sortie du coordonnateur du FPDR sur le projet de députation des citoyens de la diaspora, mal perçu par le vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. L'honorable député Pape Birame Touré fustige l'attitude de son camarade Mamadou Diop Decroix, jugé incendiaire. Selon lui, la représentation des Sénégalais de l'extérieur au niveau de l'hémicycle doit être soutenue. Pape Birame Touré, que nous écoutons. L'opposition a été impliquée dans tout le processus électoral, donc par le ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est que quand ils y vont, au lieu de se pencher sur des questions objectives et faire des réflexions pertinentes et objectives, ils sont là à avoir des positions politiciennes et des positions partisanes, ce qui n'est pas normal. Je prends l'exemple de Decroix, mais Decroix, toutes ces positions, c'est des positions politiciennes, au profit de se faire voir, au profit de se valoriser, au profit de valoriser peut-être son front qui représente et qui peut-être l'envoie un peu faire des missions ou bien qui se proclame aussi certaines missions lui-même pour se positionner. Mais ce ne sont pas des propositions qui aillent dans l'intérêt public. Cette constitution va désormais permettre aux députés de la diaspora d'être représentés au niveau de l'hémicycle. Les députés qui viennent des départements, des circonscriptions, viennent, quand il s'agit d'une question nationale, donner leur point de vue sur les questions d'intérêt national, mais aussi viennent avec des préoccupations locales. Lui, je peux le comprendre parce qu'il n'a pas de préoccupations locales. Il est un député peut-être un peu aérien, qui n'a pas de position, qui a des positions un peu politiques ou politiciennes. Je le comprends, mais le député a des préoccupations locales. À partir de ce moment, les députés de la diaspora qui viendront à l'hémicycle vont se pencher sur les questions spécifiques donc, du Sénégalais de l'extérieur. Direction Mbour, la crise au Parti socialiste pourrait connaître une issue heureuse. Le secrétaire général de cette formation politique confie que les différentes instances du parti sont à pied d'œuvre pour le retour de la paix entre les protagonistes. Toutefois, Ousmane Tanor Dieng précise que l'enquête qui avait été ouverte pour identifier les auteurs du saccage de la maison du PS est en cours. Il prenait part à une réunion organisée par la Fédération rurale de Mbour. Voici Ousmane Tanor Dieng au micro de Mamadou Diop. Les membres d'une instance se réunissent, discutent et même échangent des coups, ça c'est entre camarades. Mais si ce sont des éléments extérieurs qui commencent par jeter des pierres, après avoir jeté des pierres, défoncer les portes, entrer et casser tout sur son passage, mais ça, ce ne sont plus des camarades, ce sont des nervis. Et en ce moment-là, comme personne ne peut reconnaître que c'est lui qui l'a fait, mais il faut qu'on demande à ceux dont c'est le travail de nous chercher à voir la direction des investigations criminelles pour savoir qui l'a fait. Maintenant, une fois qu'on saura s'il a fait, il se peut même peut-être qu'il ne puisse pas trouver celui qui l'a fait, que c'est un phénomène de foule. Mais en ce moment-là, ce sera ça les conclusions. Mais maintenant, si on trouve les gens qui l'ont fait, ben, le parti, pour ce qui le concerne, prendra
les décisions qu'il faut et se réunira en famille et on verra ce qu'il faudra faire. J'ajoute que ce que vous avez dit aussi est en train d'être fait. L'apaisement, le conseil consultatif des sages rencontre les différents camarades d'une part. D'autre part aussi, le président Abdou Khadr Sissoko est à la tête d'une commission qui aujourd'hui réunit les uns et les autres et travaille dans l'apaisement. Nous sommes entre camarades. Entre camarades, des divergences peuvent arriver, des différences peuvent surgir, mais tout ça doit être traité sans violence. La violence est étrangère à la démocratie et nocive à la démocratie. Un mot de santé dans ce journal. Plus de 400 médicaments interdits de vente au niveau de l'Occident sont officiellement dans nos pharmacies. Révélation d'Éric Boudoussou. Le tradipraticien soutient que ces médicaments sont toxiques et à l'origine de maladies telles que l'insuffisance rénale. Le professeur Éric Boudoussou se prononçait à l'occasion de la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé Éthique, science et développement. Il est au micro de Abigail. Donc je pense que nous devons, en tant qu'Africains, aller au pied des guérisseurs, comprendre qu'en matière de santé, nous n'avons rien à reprocher ou rien à envier à nos Occidentaux. Mais nous avons aussi nos réalités. Si nous voulons, nous serons les plus aptes à régler les problèmes de santé de l'homme. Vous savez, il y a plus de 400 médicaments qui sont interdits de vente au niveau de l'Occident et qui sont officiellement dans nos pharmacies. C'est préoccupant. Chaque semestre, l'Organisation mondiale des douanes fait des saisies de centaines de millions de dollars de médicaments qui sont en vente officiellement dans nos pays ici en Afrique. Alors qu'on sait que tous ces médicaments sont des placebos, la plupart c'est des médicaments inutiles, toxiques. Mais pourquoi nous acceptons ça? Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nos ministères, nos gouvernements continuent de fabriquer des dialyses. Mais pourquoi faire des dialyses alors que nous continuons de fabriquer des malades insuffisants rénaux? C'est stupide. Nous avons le devoir, surtout l'intelligentsia, d'arrêter ce saignement-là. Santé toujours, Santa Clara et Case Magique au chevet des populations de Grand Yoff, Arafat et Sicap Liberté. Une journée de consultation médicale gratuite a été organisée ce dimanche en leur faveur. L'accent a été mis sur le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. La consultation de ces maladies est très chère au Sénégal. Les bénéficiaires se sont réjouis de cette initiative. Ney Fatimlo nous en dit plus. Les consultations, les analyses, surtout le dépistage sont très onéreux au Sénégal. C'est pourquoi Santa Clara et Case Magique ont décidé d'axer cette première édition de leur journée dans la gratuité des consultations médicales sur le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. Cette journée a été initiée pour venir en aide à la population de nos quartiers, tout d'abord. La population, disons, les plus démunis. Et on a eu l'opportunité, la chance d'avoir pu coopter quelques médecins qui sont venus nous aider. Le cancer du sein et du col de l'utérus, ce n'est pas donné à tout le monde par rapport à la consultation. On se rend compte que dans notre zone également, la population est très démunie. Donc on a eu la chance de l'organiser aujourd'hui. La population de Grand Yoff, Arafat, Sicap, Liberté, venue répondre à cette cérémonie, salue l'initiative de ces deux associations. Je la trouve formidable et un grand bravo à ces jeunes qui ont eu cette vision de solidarité. Et les médecins aussi qui les accompagnent, on les félicite parce que ce n'était pas évident, ils sont tellement sollicités. Mais ils ont tout laissé pour venir répondre à ces jeunes-là pour une cause noble, aider la population à se sentir mieux. C'est pas facile de faire rassembler tous les médecins généralistes. C'est un geste à saluer, un geste à ne pas à servir d'exemple pour d'autres. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour aller se faire soigner. La pédiatrie, l'ophtalmologie, la gynécologie ne sont pas en reste. Durant le temps d'une journée, ces deux structures ont permis à ces Sénégalais de se faire consulter gratuitement avec à la clé des médicaments et des bons pour qu'ils puissent se soigner dans les hôpitaux.
Je vous l'annonçais en début d'édition, le premier dimanche du mois d'août de chaque année est célébrée la journée nationale de l'arbre. Pour cette édition, la veine est désignée comme espèce à planter. À Dakar, le choix est porté sur le flamboyant. La commune de Dieuppeul-Derklé a appelé à abriter les festivités. L'édile de la commune invite les populations à préserver ces espèces. Le Rwanda est cité comme pays de référence en matière de préservation de l'environnement. Les précisions de Ababakar Sadirtop. Planter un arbre, un devoir environnemental. C'est le slogan choisi cette année pour la célébration de la journée de l'arbre. La commune de Dieuppeul-Derklé a eu l'honneur d'être désignée pour cette célébration. Le moment est venu pour que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise puisse s'investir dans la plantation et dans l'entretien de l'arbre. L'arbre est un élément essentiel à la vie. Je l'ai dit tout à l'heure, l'arbre comme l'animal, comme l'homme est un être vivant. Donc il faut connaître ses conditions de vie pour l'entretenir. Et avoir un arbre, surtout l'espèce qui est choisie cette année, au niveau national c'est le vène, mais au niveau de la région de Dakar c'est le flamboyant jaune, nous avons magnifié les bienfaits et l'utilité de cette espèce. La représentante du gouverneur indique l'importance de planter des arbres dans un espace marqué par l'absence d'air pur. Comme vous le savez, la région de Dakar est une région assez spécifique qui concentre une grande population sur une superficie assez réduite. Ce qui fait qu'on a besoin vraiment, on est dans un environnement qui est très restreint et qui est source de pollution. Donc la forêt disparaît de plus en plus, ce qui fait que nous profitons de ces journées pour sensibiliser davantage les populations pour la préservation de la forêt, de l'environnement, mais surtout sur le fait qu'il faudrait planter des arbres, les entretenir. Cette troisième édition de la Journée nationale de l'arbre est marquée par la présence de l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal. D'ailleurs, aujourd'hui, le Rwanda est une référence dans la plantation d'arbres. Ababakar Sadirtop, aux HLM Grand Yoff, la fondation Deflubar s'est illustrée dans le reboisement. Elle ambitionne de redonner vie aux espaces verts. La structure exhorte les habitants de la localité à pérenniser ses efforts. Un billet pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam a été offert pour les encourager à préserver ces espaces. La fondation compte étendre le programme au-delà de la commune de Grand Yoff. Voyons cela avec Abigail. Faire renaître les espaces verts à travers le reboisement, tel est l'objectif de la fondation Deflubar. Ainsi, les HLM Grand Yoff pourront bénéficier de points verts à chaque coin des rues. C'est l'hivernage, il pleut et on en profite pour reboiser un peu, planter des arbres un tout petit peu partout dans le pays. Et actuellement, on a commencé dans notre quartier, les HLM Grand Yoff, et on compte élargir le programme sur les quartiers environs, voire les communes environs. Pour la suivi du reboisement, la Fondation a adopté quelques astuces, à savoir offrir un billet pour le pèlerinage à la Mecque en guise de récompense à ceux qui entretiennent mieux ces plantations. Cette année, nous avons choisi de planter des arbres devant des maisons pour permettre à un citadin, à un habitant du quartier en tout cas, de gagner un billet pour aller à la Mecque l'année prochaine. Une initiative accueillie à bras ouverts par les populations de la localité. 13 millions de Sénégalais, nous sommes très contents. Ce dimanche est célébrée la journée mondiale de l'arbre. La fondation Deflubar montre l'exemple à travers le reboisement, un programme qu'elle compte élargir au-delà de la commune de Grand Yoff. Intéressons-nous à présent au retrait définitif des enfants de la rue, un défi à relever pour les organisations de la société civile et associations œuvrant pour la cause des enfants. Elles se sont mobilisées plutôt ce samedi à la place de la Nation pour encourager le gouvernement dans la politique de retrait des enfants talibés des rues. Ces organisations veulent une application stricte de la loi pour mettre un terme à la mendicité des enfants. Elhaj Moussabé était sur place. Tous veulent être des sentinelles pour mieux encourager l'État dans sa politique de retrait des enfants de la rue. Organisations, associations, personnalités, entre autres, se sont mobilisés pour dire oui à la poursuite de l'opération. C'est une mobilisation qui vise à réunir tout ce que le Sénégal compte comme citoyens, personnes ressources, catégories socio-professionnelles, pour que chacun puisse dire: je vais faire du retrait des enfants de la rue une affaire personnelle,
une affaire nationale. C'est le début d'un mouvement social, qu'on veut être un large mouvement de toutes les forces vives de ce pays pour protéger les enfants sénégalais, les enfants africains qui sont soumis à l'exploitation de par la mendicité. Face à la persistance du phénomène, ces acteurs prônent une application stricte de la loi afin d'y mettre un terme. C'est donc notre rôle aussi, notre responsabilité de venir donc pour appuyer cette mesure-là et pour dire au président de la République, Monsieur le Président, ne reculez pas, appliquez cette mesure de façon effective et rigoureuse. Le moment est venu véritablement de solutionner ce problème par l'application de la loi. Parce que sans la répression aussi, on n'ira pas loin. Parce que c'est un phénomène un peu enraciné et qui est alimenté par nous-mêmes. Enfants, politiques, organisations et associations ont donné sens à cette manifestation. Ils ont tous réitéré leur engagement à soutenir l'opération de retrait pour une éradication définitive de ce phénomène qui n'a que trop duré. Allons à Saint-Louis. Le projet ABRIS, Addressing Children's Rights in Sénégal, et le réseau des Ndeyudara du département ont décidé de fédérer leurs forces pour lutter contre la mendicité forcée des enfants de la rue. Ils ont entamé une vaste opération de sensibilisation des différents acteurs. Objectif, accompagner le chef de l'État dans son ambition de retirer définitivement les enfants talibés des rues. La correspondance de Gambi Diagne. À Saint-Louis du Sénégal, c'est la grande mobilisation autour du projet de retrait des enfants de la rue. Le projet ABRIS et le réseau départemental des Ndeyudara de Saint-Louis fédèrent les acteurs de la société civile autour de la question. Nous disons que cette décision est venue à son heure. Parce que déjà le projet ABRIS a déjà eu à sensibiliser plus de 2000 personnes sur les risques de la traite par la mendicité forcée. Donc surtout sur l'exploitation de ces enfants. Donc on a déjà eu à former 535 acteurs sur le système de référencement, qui est un système de prise en charge de tous les enfants qui sont vulnérables. Donc je pense qu'on a déjà eu pendant presque 3 ans, parce que le projet est en son 3e année, dans nos activités, à s'inscrire dans ce sillage-là. Ici, la décision du président de la République trouve une écoute attentive. Les Ndeyudara décident de s'en faire la caisse de résonance. Et la décision du président de la République, qui a eu vraiment la bravoure, qui a eu le courage de décider de retirer ces enfants de la rue. Là, plusieurs années, nous avions eu à être sur le terrain par des causeries, des sensibilisations, auprès des marabouts, auprès des maires, auprès de la communauté, pour que ces enfants puissent trouver leur dignité. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, mais plutôt au foyer, aux côtés de sa maman. Dans la capitale du Nord, les rues continuent d'afficher l'image écœurante des enfants mendiants. Et nous changeons de registre. La montée en puissance du terrorisme préoccupe les autorités du pays et aussi des citoyens. Le mouvement des élèves et étudiants ressortissants des Guettardo apporte sa contribution à la lutte contre ce phénomène. Ses membres ont organisé un cadre d'échange sur le thème « Le soufisme face au terrorisme » à travers les enseignements de Cheikh Aldiouma Ba. Cette journée dédiée à leur guide religieux a permis de poser le débat sur ce phénomène qui hante plusieurs pays du monde. C'était en présence de Mansour. Une exposition sur la vie et l'œuvre de Cheikh Aldiouma Ba donne le ton à cette journée consacrée à cet homme de Dieu. L'initiative et du mouvement des élèves et étudiants Miss Baoulouda. À travers cette cérémonie, ils ont tenu à revisiter la vie de ce saint homme né en 1262. Cet homme, étant Cheikh Aldiouma Ba, a fait un travail colossal pour l'humanité. Et aussi, il a fait de Guettardo une ville, je dirais une ville ou bien un village lumineux de paix, de sécurité et d'islam. Et ça se voit à travers la très grande mosquée implantée à Guettardo, le nombre de disciples aussi qui ont appris le Saint-Coran à Guettardo et aussi le travail qui se fait partout. Par son nom. Pour davantage donner un cachet particulier à cet événement, ils ont mis les petits plats dans les grands à travers une forte mobilisation des disciples. Pour cette 8e édition, le soufisme face au terrorisme selon les enseignements de Cheikh Aldiouma Ba.
est le thème retenu. Tous nous savons que l'islam n'est pas terrorisme et que le terrorisme est contradictoire à l'islam. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Parce que terroriser, vous tous, vous savez ce que ça veut dire. C'est tuer des gens, les terroriser, les maltraiter des gens, tuer des enfants, tuer des femmes, détruire des mosquées, etc. etc. Et là, ça ne rime pas avec l'islam. L'islam, c'est la paix, l'islam, c'est l'entraide, l'islam, c'est la solidarité. Et c'est ce que nous a enseigné El Hadji Cheikh Al Djoumaba et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est de sensibiliser vraiment les jeunes, les élèves et les étudiants par rapport à ces fléaux-là qui interpellent d'autres jeunes, pas les jeunes du Sénégal, pas les jeunes de Guettar, mais quand même mieux vaut prévenir que de guérir. Cette journée a vu la participation de nombreux étudiants, guides religieux et autres autorités politiques. Le mouvement des élèves et étudiants ressortissants de Guettardo s'engage ainsi à apporter sa modeste contribution dans la croisade contre le terrorisme. Nous en venons à la page sport. Rio 2016, les Lions du basket ratent leur... Nous parlons toujours des Jeux olympiques de Rio, le continent africain au cœur de ces Jeux. 54 délégations pour 1025 athlètes. Quelles sont leurs chances de remporter des médailles? Pour beaucoup, l'athlétisme demeure la discipline où les Africains excellent le plus. Les Éthiopiens et les Kenyans se distinguent très souvent de fort belle manière dans des courses de fond. Le sujet est signé Ibrahim Fall. 1025 sportives et sportifs africains pour participer aux Jeux olympiques de Rio. Une forte délégation du continent noir pour la compétition la plus relevée au monde. Ce qui permet de s'interroger sur les chances des Africains de remporter des médailles. C'est une chance de participer et de jouer contre les meilleures nations du monde au football. Parce que les pays développés sont les meilleures nations, parce qu'ils ont les infrastructures, ils ont l'assistance financière, l'assistance médicale nécessaire, ils ont tout pour être à la hauteur. Je suis avec toutes les délégations africaines. Je suis sûr qu'on va ramener beaucoup de médailles cette année. J'avoue que ce ne sera pas facile. C'est une compétition, les gars sont partis, ils peuvent avoir des résultats, il faut être optimiste. Pour ces personnes interpellées, l'athlétisme devrait une fois de plus être le principal pourvoyeur de victoire. Dans les disciplines individuelles aussi, je vais parler des disciplines athlétiques à proprement parler. Nous les Africains, nous sommes reconnus pour être très forts, que ce soit en endurance, que ce soit dans les disciplines beaucoup plus exigeantes physiquement. On a toutes nos chances, moi j'y crois. L'athlétisme nous a toujours valu de très grandes satisfactions. N'oublions pas que beaucoup d'athlètes kenyans, éthiopiens, sud-africains nous ont valu des médailles. Des médailles sur les courses de fond et de demi-fond. Sur les courses de fond et de demi-fond, parce que ce sont des spécialistes. Les Africains, on les connaît au niveau des marathons, de l'athlétisme. Sur ce plan-là, ils peuvent avoir quelque chose et ils l'auront, Inch'Allah. L'Afrique sera bien représentée dans ces Jeux olympiques au Brésil. L'Égypte et l'Afrique du Sud constituent la plus forte délégation du continent avec plus de 100 athlètes de disciplines différentes. Libéria, Mauritanie, Tchad et la Somalie, la plus faible délégation avec 2 athlètes. Et c'est ce qui met en terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Je vous retrouve demain à 20h. S'il plaît à Dieu. Bon début de semaine sur la DTV.